Bon, bonjour à tous, excusez-nous, on a eu des petits soucis de mise en place. Nous sommes donc 2 gynécologues de l'ICM, donc moi Sophie Gault et ma collègue Angélique Baubry. Bienvenue au premier webinaire, pour les CPTS sur, ce webinaire-là va parler de la prévention et du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, on vous rappelle juste quelques bonnes pratiques pour pouvoir suivre ce webinaire. Donc, on vous rappelle que les caméras sont automatiquement désactivées pour des raisons de droit à l'image, mais vous pouvez toutefois les activer si vous le souhaitez, mais alors vous consentez à ce que votre image soit diffusée. Vous pouvez tout à fait échanger avec nous directement et nous poser les questions. Et sachez aussi que ce webinaire est enregistré et vous aurez donc un replay qui sera accessible sur la chaîne YouTube de l'ICM. Donc, on va commencer directement et rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous, on parle du cancer du col, mais qui est dû donc au papillomavirus, comme vous savez. Mais le papillomavirus n'est pas responsable uniquement des cancers du col. Il y a plusieurs cancers qui sont liés au papillomavirus. Est-ce que vous avez éventuellement une idée du nombre de cancers du col de l'utérus en France? Donc, on sait qu'il y a environ 3000 cas de cancer du col de l'utérus en France. Est-ce que vous connaissez le nombre de cas de cancer chaque année en France causés par les papillomavirus, chez les hommes et chez les femmes? On est à plus de 6300 quand même. Pareil pour les verrues génitales, hommes et femmes en France, plus de 100 000. Donc en effet, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Un petit mot donc sur l'HPV ou les HPV, parce qu'il n'y a pas un seul HPV, mais plusieurs types de HPV ou papillomavirus. Ce sont des virus de la famille des papillomaviridae, donc qui sont très anciens, on les connaît depuis très très longtemps, depuis l'homme de Néandertal, ubiquitaires, de très petite taille, très résistants en milieu extérieur, donc d'où la contagiosité importante. Et ils infectent en fait les épithéliums en rentrant dans les muqueuses et ils se multiplient grâce à la protéine P16. Ils infectent les cellules et se multiplient. On connaît en fait 200 types d'HPV différents. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul papillomavirus, il y a plus de 200 types de papillomavirus différents, dont 40 qui peuvent infecter le tractus anogénital. On les classe selon le risque oncogène qu'ils représentent. Donc on a les papillomavirus à bas risque, donc le 6, le 11 et plein d'autres, et les papillomavirus plutôt à haut risque, donc avec le 16-18 qu'on connaît, mais aussi le 31, le 33, le 35, etc. Donc, comme on disait, ces papillomavirus sont responsables bien sûr du cancer du col chez la femme, mais pas que. Ils peuvent aussi infecter la vulve, le vagin et donner, avant de donner des cancers, tout un tas de lésions précancéreuses sur le col, la vulve et le vagin. Mais ce virus ne concerne pas uniquement la femme, il concerne aussi l'homme et les deux. Donc, par exemple, ils peuvent aussi donner des cancers des VADS, donc des voies aérodigestives supérieures, donc les cancers ORL, par exemple. Ce ne sont plus uniquement liés au tabac et à l'alcool. On a aussi des cancers de l'anus et les verrues génitales dont on parlait tout à l'heure. Et l'homme peut aussi avoir des cancers du pénis. Donc, vous voyez, le papillomavirus est responsable de tous ces cancers-là. En France, donc, comme on a dit, le cancer du col de l'utérus, c'est 3000 cas par an en France. Comme vous voyez sur cette carte, nous, dans l'Occitanie, on fait partie de la région où on a pas mal d'incidences. Alors, c'est un peu plus élevé dans les DOM-TOM, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, probablement en lien avec le dépistage. Mais nous, on est plutôt orange en Occitanie, donc il y a des régions qui a moins d'incidence à certaines régions, comme vous voyez, vers le milieu de la France, tout ça. Donc, on a encore des progrès à faire en termes de dépistage. C'est 1100 décès. Ça représente quand même 36 000 conisations. Donc, les conisations, je vous rappelle, c'est pour détruire les lésions précancéreuses, justement, avant que ça devienne des cancers. C'est 370 000 colposcopies et plus de 5 millions de frottis. Donc, ça concerne beaucoup, beaucoup d'individus vont être confrontés dans leur vie. Alors, comment ça va se passer? Quelle est l'histoire naturelle, en fait, de ce cancer du col? Au départ, on a un épithélium, donc un tissu. Vous voyez le vagin, puis le col. Ce tissu va rencontrer le papillomavirus. Le papillomavirus, en fait, comme on l'a dit, il va entrer dans les cellules, infecter les cellules et ensuite se proliférer. Donc, au départ, il va infecter la première couche en fait, de l'épithélium sur un tiers environ de la cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle les lésions de bas grade ou encore CIN1. Puis, ça continue à proliférer, et ça peut atteindre 2 tiers de l'épithélium.
À ce moment-là, on parle de lésions de haut grade dès que ça atteint 2 tiers de l'épithélium, voire les 3 tiers donc, de toute l'épaisseur donc, de l'épithélium. Ça, c'est des lésions de haut grade. Et enfin, quand ça franchit la membrane basale, alors on est dans le cas d'un cancer invasif. Ce qui est important avec ce cancer du col, c'est que ça met longtemps en fait avant de devenir un cancer du col. Du moment où on est infecté par le papillomavirus jusqu'au cancer du col, on a plus de 10 ans. D'où ce dépistage qui est important, parce qu'on a du temps avant de développer un cancer. Ce qui va se passer en fait, c'est que quand le papillomavirus va infecter les cellules, la plupart des individus vont pouvoir en fait éliminer ce papillomavirus. C'est que si elle devient persistante et proliférante, qu'alors les cellules peuvent se transformer en des lésions de bas grade, voire de haut grade, voire un cancer. Il se passe 5 ans environ jusqu'à obtenir une lésion de haut grade et encore 10 ans pour avoir un cancer. Donc si on s'infecte au moment des premiers rapports sexuels vers l'âge de 20-25 ans, eh ben, on peut avoir un cancer à l'âge de 40 ans. Sachant que la médiane, c'est environ 51 ans et qu'on meurt de cette pathologie à 64 ans. Donc, ça concerne quand même les femmes jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme action pour pouvoir, avant d'arriver à ce cancer? Ben, en amont de tout ça, la vaccination, parce que le but, ce serait d'essayer que ce papillomavirus ne rentre pas dans les cellules. Et ça, c'est seulement la vaccination qui peut permettre ça. Et puis ensuite, on a le dépistage. Et donc, avec un temps pour pouvoir intervenir avant de devenir un cancer, donc pour détruire ces lésions précancéreuses avant qu'elles deviennent un cancer. Donc, on va passer à la deuxième partie qui va traiter plus particulièrement du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, je rappelle que pour le cancer du col de l'utérus, il existe un dépistage organisé qui concerne toutes les femmes entre 25 ans et 65 ans. À l'heure actuelle, il n'existe pas de dépistage systématique chez les hommes, en tout cas pour le cancer du col, c'est sûr. Il y a des discussions sur le cancer du canal anal éventuellement. Comment ça se passe ce dépistage? Donc, entre 25 et 30 ans chez les femmes, on va, réaliser le premier dépistage à 25 ans et c'est une cytologie. On ne fait pas de test HPV quand on en reparlera un petit peu plus tard, mais en fait à 25 ans, c'est presque normal d'avoir un test HPV positif. Donc finalement, ce test n'est pas discriminant à cet âge entre 25 et 30 ans. On n'a pas forcément encore éliminé le virus. Donc c'est la cytologie qui va être importante en premier lieu. Si cette cytologie est normale la première fois, on doit la renouveler dans 1 an et donc après avoir eu ces 2 premières cytologies normales à 1 an d'intervalle, on va passer à une surveillance tous les 3 ans, toujours en cytologie, donc jusqu'à 30 ans. À partir de 30 ans, c'est là qu'on va passer au test HPV et donc là, à l'inverse, pas besoin de demander de cytologie, uniquement un test HPV. Si le test HPV est positif, alors automatiquement le laboratoire va déclencher la cytologie. Donc, on débute ce test HPV à partir de 30 ans et en démarrant 3 ans après la dernière cytologie. Et si le test HPV est négatif, on fera le prochain dépistage, le prochain prélèvement 5 ans plus tard. Ça n'empêche pas de garder une surveillance clinique annuelle, mais le frottis lui-même n'est à renouveler que 5 ans plus tard. Et très important, il faut poursuivre ce dépistage même après la ménopause, puisque c'est une idée reçue qu'à partir de la ménopause, on peut arrêter le dépistage. Petit aparté sur les patientes immunodéprimées puisque ça peut arriver d'en rencontrer notamment, dans le contexte d'infection à VIH et que les recommandations ont changé récemment. Donc en fait, maintenant, le dépistage, même en cas d'immunodépression, est identique, à celui de la population générale. Donc c'est ce qui est recommandé pour les personnes, immunodéprimées VIH+, et par extension, on pense que c'est ce qu'il faudrait faire aussi pour toutes les personnes immunodéprimées, par exemple patientes greffées et cetera. L'exception qu'ils mettent dans leurs recommandations, donc chez les patientes, qui ont un dépistage, qui ont pardon un sida actif, donc si l'infection n'est pas contrôlée, entre 25 et 30 ans, on va plutôt faire une cytologie annuelle. Par contre, à partir de 30 ans, on garde l'idée d'un test HPV tous les 5 ans. Alors, comment se passe le dépistage? Vous le savez peut-être si vous le pratiquez, c'est un examen gynécologique classique, pose du spéculum et on va frotter le col avec la petite brossette pour prélever des cellules au niveau de l'endocole et de l'exocole. C'est un examen qui est normalement non douloureux, qui peut être inconfortable comme tout examen gynécologique, mais qui ne doit pas être douloureux. Voilà, on transmet donc les informations sur le test et on envoie ensuite le test au laboratoire, comme on disait, donc selon test HPV ou cytologie ou éventuellement les deux.
Bien sûr, juste je m'interromps, si vous avez, des questions, des retours d'expérience par rapport à ce que je vous ai dit là déjà, ne serait-ce que sur le dépistage, et les modalités du dépistage ou voilà, des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Tout va bien. Tout va bien, parfait. Donc ou dépister ou pardon, ou réaliser le dépistage. Bon, alors évidemment, chez le gynécologue, c'est possible. Donc les médecins généralistes, peuvent pour certains le faire s'ils le souhaitent, s'ils sont formés. Les sages-femmes peuvent le faire et donc il faut savoir que les structures sont très variées. Ça peut être à l'hôpital, en centre de santé, les centres de planification et d'éducation familiale aussi peuvent le proposer, les centres mutualistes et alors parfois, il y a la possibilité de le faire en laboratoire, sur autoprélèvement. Ce que, bon, évidemment, nous, on ne pratique pas puisque nous, on le fait directement, mais c'est aussi quelque chose qui se développe, plutôt pour les déserts médicaux, évidemment. Je vous ai mis ici les 2 grands documents de recommandation de l'INCa, un qui était paru en 2016, l'autre en 2020, donc sur les recommandations pour le dépistage, du cancer du col de l'utérus, la conduite à tenir devant une cytologie, anormale. Comme ça, vous pourrez les retrouver, ils sont très clairs et très bien faits. Moi, j'ai fait enfin, nous, on a fait un petit tableau récapitulatif, ici pour essayer de condenser, même si c'est pas aussi exhaustif évidemment que les recommandations de l'INCa, mais ça peut être, pratique à avoir sous le coude. Donc, que faire en cas de frottis pathologique? Alors évidemment, on dissocie si on est entre 25 et 30 ans et au-delà de 30 ans. Donc comme on a dit entre 25 et 30 ans, on va partir d'abord d'une cytologie. Donc, frottis anormal, ça peut débuter sur de l'ASCUS, c'est-à-dire des anomalies de signification indéterminée. C'est là qu'en effet, on va s'aider pour le coup du test HPV pour trier un peu les patientes. Donc si test HPV négatif et ASCUS, on fait, pas de colposcopie, on refait un contrôle de la cytologie à 1 an si c'était le premier ou à 3 ans si c'était le deuxième. En revanche, si test HPV positif, alors dans ces cas-là, on va déclencher une colposcopie. On a mis des délais à peu près pour donner le critère, d'urgence ou pas urgence selon les possibilités. On va dire qu'on a un peu de temps, hein, ça peut être fait dans 1 mois à 6 mois selon les délais. Si on a une cytologie de bas grade, donc là, il n'y a pas besoin de se poser la question du papillomavirus, c'est une indication de colposcopie. Pareil, pas d'extrême urgence entre 1 et 6 mois. En revanche, si on a une histologie de haut grade de type ASC-H, donc ça c'est indéterminé sans pouvoir éliminer une anomalie de haut grade, et HSIL, là c'est qu'on pense vraiment qu'il y a des anomalies de haut grade, là il faut faire une colposcopie rapidement, donc 1 à 2 mois plus tôt. Et dernière anomalie qu'on peut avoir, c'est des anomalies plutôt sur les cellules glandulaires. Donc ça aussi, c'est considéré comme du haut grade. Là aussi, on va faire la colposcopie d'ici 1 à 2 mois et on va rajouter un curetage endocervical pour aller vraiment chercher au niveau de l'endocole. Si on passe chez les femmes après 30 ans, donc là, on est dans l'autre sens. On a d'abord un test HPV avant d'avoir une cytologie. Donc, si ce test HPV est positif pour la première fois et une cytologie négative, alors on ne va rien faire de plus, si ce n'est de la revoir dans 1 an pour recontrôler ce test HPV. Si 1 an plus tard, ce test HPV il est de nouveau positif, quelle que soit la cytologie, on va faire une colposcopie. Là, plus ou moins rapide si la cytologie elle est de bas ou de haut grade, mais en tout cas, c'est une indication de colposcopie. Si, donc on a un test HPV positif et une cytologie donc de bas grade, c'est ce que vous disiez, donc ASCUS ou LSIL, on va plutôt faire la colposcopie sans grande urgence, on va dire entre 1 et 6 mois et donc si on est sur du haut grade comme tout à l'heure, ASC-H, HSIL ou AGC, on va faire une colposcopie d'ici 1 à 2 mois en rajoutant pour les AGC donc le curetage endocervical et si la femme a plus de 45 ans, on complétera avec une échographie pelvienne et une biopsie, de l'endomètre. Voilà. Est-ce que ces recommandations de prise en charge vous paraissent assez claires? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Si ça vient plus tard, bien sûr, n'hésitez pas. Parce qu'on va passer au troisième volet maintenant, plus sur la prévention et la vaccination. Voilà. Donc, la vaccination, donc ça va être, hein, pour essayer de combattre ce papillomavirus, donc ce virus qui se transmet essentiellement par contact sexuel. Donc on peut il se transmettre donc directement lors des contacts sexuels, donc par pénétration vaginale ou anale. Les rapports orogénitaux, donc ça, ce sera les HPV responsables des cancers des voies aérodigestives supérieures. Et puis, pas seulement, hein, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une pénétration pour se faire contaminer. Les simples contacts intimes, le pot à pot ou les caresses peuvent aussi transmettre ce virus, vu que c'est un virus qui est très résistant au milieu extérieur. Une transmission indirecte est aussi possible par les objets contaminés par le papillomavirus, donc tout ce qui est sextoy, sous-vêtements, matériel médical, d'où l'importance de bien désinfecter par exemple les sondes endovaginales avant de faire les échographies pelviennes.
Et aussi, il y a une transmission verticale de la mère à l'enfant, donc la fameuse papillomatose laryngée juvénile, qui est assez rare, mais qu'il faut connaître. Donc, ce virus, il va concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, en fait, puisque à partir du moment où on a des rapports sexuels, on est exposé forcément à ce virus. Donc, il y a plus de 70-80% des hommes et des femmes sexuellement actifs qui vont rencontrer cet HPV au moins une fois au cours de leur vie, avec une contagiosité qui est très importante, en sachant que le préservatif, il est inefficace. Donc, on va le revoir un petit peu plus tard. Lors d'un contact, donc on peut infecter son ou sa partenaire. Et puis le pic de l'infection, donc il est avant 25 ans, c'est-à-dire tous les jeunes, lors des premiers rapports, forcément, ils vont rencontrer ce virus. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de test HPV entre 25 et 30 ans, parce que c'est normal de le retrouver positif. Et alors, ça conduit à réaliser chez des femmes jeunes qui n'ont pas encore eu d'enfants, des conisations, des gestes trop agressifs. Donc, on ne fait pas de test HPV avant 25 ans et avant 30 ans même. Alors pourquoi le préservatif ne suffit pas pour éviter la transmission? Bah, tout simplement parce que le virus, il est trop petit et il passe à travers les pores du préservatif, et qu'en plus de ça, on peut se faire contaminer par une région, une muqueuse qui n'est pas protégée par le préservatif. Toutefois, il faut quand même le garder pour les autres IST. On ne dit pas qu'il faut arrêter de mettre des préservatifs. Là, on parle uniquement du papillomavirus. Les facteurs de risque, donc pour que le papillomavirus persiste et prolifère, c'est les rapports sexuels à un âge précoce, la multiplicité des partenaires. Ça, on le sait, on le dit, mais en fait, c'est surtout, surtout, surtout le tabac, en fait. Le papillomavirus est très, très, très ami avec le tabac. La première chose qu'on peut dire à une femme, c'est d'arrêter de fumer. Elle a des grandes chances de remettre en sommeil son papillomavirus ou ses papillomavirus. Les autres IST favorisent aussi la persistance du virus, les contraceptifs hormonaux, l'immunodépression, comme on a dit, et puis certains types d'HPV qui sont plus carcinogènes que d'autres, notamment le 16 ou le 18. Donc, le seul moyen efficace qu'on ait de prévenir l'infection par ces papillomavirus les plus à risque de donner des cancers, c'est la vaccination. Donc, on a eu plusieurs vaccins qui sont sortis, donc qui prenaient en compte 4 papillomavirus. Puis là, on est à 9 papillomavirus maintenant. C'est le garde d'asile. Donc, il protège contre le 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et 58, qui sont des virus responsables de 90% des cancers du col de l'utérus. Ce vaccin, il permet en fait de produire des anticorps qui vont en fait se mettre un petit peu au niveau des muqueuses et empêcher ce virus de rentrer dans les cellules. En supprimant la cause, ben, l'objectif, c'est d'essayer de diminuer, voire d'éradiquer tous ces cancers du col, du canal anal, de la vulve, du vagin, du pénis, les cancers ORL, et aussi les lésions précancéreuses et les verrues génitales. Donc ce vaccin, il protège contre tout ça. Je vous rappelle les recommandations, hein, de la Haute Autorité de Santé. Donc c'est en fait, en gros, il faudrait pouvoir le proposer dans les collèges, et vacciner en fait tous les collégiens, filles et garçons, entre 11 et 14 ans. Donc les filles entre 11 et 14 ans, elles auront 2 doses. Il peut y avoir un rattrapage jusqu'à 19 ans avec 3 doses. Pour les hommes, ça peut aller jusqu'à 26 ans avec 3 doses. Et puis, les jeunes garçons aussi entre 11 et 14 ans collégiens, ils auront 2 doses entre 11 et 14 ans et jusqu'à 19 ans, 3 doses. Donc ça, voilà, il faudrait pouvoir essayer de le proposer dans les collèges plus en parler avec, les familles, le médecin traitant. Expliquer aussi aux collégiens parce qu'il peut comprendre pourquoi il y a besoin de faire ce vaccin, pardon, c'est pas forcément les parents qui doivent aussi, toujours, prendre les décisions. Alors qu'est-ce qu'il en est un petit peu, en Europe de cette vaccination? Ben, vous voyez qu'il y a des pays qui sont très, très bons, hein, qui ont une couverture à plus de 70, donc le Portugal, la Belgique, l'Islande, et nous en France, on est un petit peu les mauvais élèves, hein. On n'a que 23 de couverture, donc très, 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 très peu. En fait, c'est un petit peu comme le Covid. Il faudrait pouvoir vacciner tout le monde pour diminuer les infections. Là, 23 ben, c'est pas assez. Puis il y a des pays qui sont encore en dessous. Alors pourquoi en France, il y a des freins à faire cette vaccination? Déjà, est-ce que c'est efficace? Alors oui, on a de nombreux articles, hein, qui nous montrent que ce vaccin, il est très efficace pour prévenir les lésions précancéreuses et les cancers au niveau du col, mais aussi de l'anus, vulve, donc tout ce qui est anogénital et ORL. Et la tolérance, c'est que, comme tout vaccin, il a souvent mauvaise presse, on lui confère des fausses croyances, des maladies un peu démyélinisantes comme la CEP, le Guillain-Barré, tout ça. Donc ça aussi, il faut pouvoir en parler. Euh, ouais. Du coup, on vous a juste mis quelques études, quelques données pour avoir un petit peu une idée de ce que ça représente. Alors, évidemment, il y a d'autres données qui vont sortir dans le temps
s'éloigner, un petit peu, enfin, comment dire? Avoir de plus en plus de recul, notamment sur les cancers du col, puisque comme on a dit, ça met vraiment des années et des années à se développer, mais on a déjà quand même les premières données. Par exemple, il y a une question, c'est ça? Il y a une question. Ouais. C'est une question, c'est: pourquoi pas de rattrapage possible jusqu'à 26 ans chez les femmes? Alors, c'est pas qu'il y a pas de rattrapage possible, c'est plutôt que c'est pas remboursé. Voilà, Et dans le remboursement, ils l'ont autorisé plutôt chez les hommes, chez les garçons, homosexuels, en fait, c'était ça oui, c'est la ça. recommandation, Mmh. qui se contaminent peut-être un petit peu plus, au-delà. Donc ils ont fait la recommandation comme ça. Mais après c'est possible, mais pas remboursé. Voilà, nous, on peut le proposer, hein, mais les dames peuvent le faire, mais elles vont devoir payer, les 3 doses. Mmh. Et c'est à 100 € la dose à peu près, 116 € la dose. Mmh. Donc pour l'efficacité, voilà, donc il y a par exemple, on a 2 études, on vous a présenté 2 études en vie réelle chez les femmes suédoises et chez les femmes britanniques. Donc c'est vraiment des études qui, du coup, évaluent, bah, l'impact d'avoir, fait ces vaccinations chez les femmes, donc là, chez les femmes suédoises. Ils ont comparé donc, là, ils ont vraiment été jusqu'à l'incidence des cancers du col, parce que ça fait quand même longtemps maintenant qu'ils vaccinent. Donc chez les filles et femmes vaccinées versus non vaccinées dans les registres suédois. Donc entre 2006 et 2017 pardon, c'était. Et donc ils se sont basés sur plus de 1,6 million de filles et de femmes, donc il y a quand même beaucoup de données, c'est l'avantage. Et ce qui est très intéressant, c'est ils ont une réduction qui est très significative du développement, enfin de l'incidence des cancers du col, donc là, on est vraiment sur les cancers invasifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'âge de la vaccination, est important. Donc là, sur les plus jeunes, évidemment, on va attendre d'avoir encore plus de recul. Certainement qu'on va avoir quand même des cas apparaître, mais en tout cas, la diminution, elle est très, très nette. Quand on vaccine entre 17 et 30 ans, déjà, il y a un effet, mais quand on vaccine avant 17 ans, l'effet, il est vraiment beaucoup plus efficace avec, une diminution de, 88 des cancers du col invasifs dans cette population, et la diminution, elle est de 53 chez les femmes qui, sont vaccinées entre 17 et 30 ans. Et donc là, voilà, c'était pour montrer le tableau avec les données et les odds ratios qui sont, voilà, la diminution de réduction du risque global, qui est quand même de 63 chez les patientes vaccinées, tout âge confondu finalement, et avant 17 ans, donc encore plus efficace, 88. Chez les femmes britanniques, en fait, on a un petit peu la même chose. Pareil, ils ont mis en place un grand programme de vaccination, HPV depuis 2008, et ils ont regardé là sur, les lésions précancéreuses et le développement des cancers du col, plus de 13 millions de femmes. C'est une étude observationnelle aussi dans leur registre, pareil, c'est vraiment sur la vie réelle, on va dire. Et donc quand ils comparent l'incidence, c'est très, très proche de ce qu'il y a chez les femmes suédoises, c'est-à-dire qu'on voit que donc là, c'est les femmes non vaccinées en bleu foncé au-dessus, en vert, les femmes vaccinées entre 16 et 18 ans, en bleu clair, les femmes vaccinées entre 14 et 16 ans, et puis finalement en rouge, les plus jeunes. Donc là, les plus jeunes, on manque encore de recul, mais on a cet effet, on voit que finalement, plus on vaccine jeune, plus on est efficace, qui est très cohérent avec ce qu'on avait dans la population suédoise et ce qu'on a dans pas mal d'autres données. Et donc, ils montraient, voilà, la diminution des cancers du col invasif, pareil, diminution de 87 quand on vaccine entre 12 et 13 ans, puis 62 quand on vaccine un peu plus tard, et 34 entre 16 et 18 ans. Et sur le développement des lésions précancéreuses, là aussi, une diminution du risque des lésions, qui est très important, et très significatif, aussi. Donc, donc des données qui sont, sur d'efficacité, qui sont, très claires. Et là, voilà, on n'a donné que 2 exemples, mais il y en a partout dans plein d'autres pays, en Australie, par exemple. Voilà, tout est très concordant maintenant. En plus, bien sûr, des essais randomisés, de départ. Là, c'est vraiment sur les études de vie réelle. Donc au total maintenant, donc si on pour la tolérance, on n'a pas tout redétaillé, mais c'est pour dire que maintenant il y a 130 pays, qui ont introduit la vaccination dans leurs programmes nationaux depuis maintenant 2006, donc ça, on va s'approcher des 20 ans. On a donc plus de 14 ans de recul, en effet, sur plus de 458 millions de doses distribuées. Ça, c'était en 2021, donc c'est encore plus maintenant. Donc le recul, il est vraiment important. On a plein, plein, plein d'études, évidemment les études randomisées initiales, mais aussi les études en population, sur plus de 2,5 millions de personnes vaccinées, avec un profil de tolérance qui est très rassurant, et notamment pas de surrisque de maladies démyélinisantes, de sclérose en plaques, de maladies auto-immunes. Et donc l'OMS a bien, conclu en 2017 de façon très, très rassurante sur les sécurités de ce vaccin anti-HPV. Donc on a quelques diapos éventuellement supplémentaires sur ces données-là de tolérance, mais en tout cas, voilà, vraiment,
vraiment pas de données D'inquiétude. inquiétantes. Donc voilà, les messages clés à retenir de tout ça, c'est qu'on n'a pas donc un, mais des papillomavirus qui vont toucher autant les hommes que les femmes, que le seul moyen de prévenir les cancers liés à ces papillomavirus, mais aussi, bah, finalement les lésions précancéreuses qui impliquent une surveillance lourde, mais aussi les lésions génitales qui sont très invalidantes parfois dans la qualité de vie et notamment chez les adolescents, quand il y en a beaucoup, c'est quand même compliqué. Seul moyen de prévenir finalement tout ça, c'est la vaccination, avec le Gardasil, 9 maintenant, hein, qui est celui qu'on utilise, qui est efficace et bien toléré. Qu'il faut poursuivre le dépistage. Très important de signaler que même chez les personnes vaccinées, on va continuer le dépistage puisque, comme on l'a dit, la vaccination ne couvre finalement que, entre guillemets, 9 des papillomavirus les plus à risque. On en a déterminé quand même 12 à haut risque et puis bon, et après, il y a tous les bas risques. Donc, la surveillance, le dépistage reste important même chez les personnes vaccinées. Et même si la diminution est drastique, évidemment, on n'est pas quand même à 100% et puis on ne couvre pas 100% des papillomavirus. Donc, il faut poursuivre ce dépistage organisé entre 25 ans et 65 ans. Comme on l'a dit, avant 30 ans, c'est une cytologie. Après 30 ans, c'est un test HPV. Euh, et voilà. Après, bon, il y a la stratégie de l'OMS qui est... L'objectif pour 2030, c'est d'atteindre 90% de vaccination avant 15 ans et un taux de dépistage de 70%. Et bien sûr, traiter 90% des femmes qui sont positives au dépistage. Et en fait, en atteignant ces taux-là, on pourrait éradiquer finalement les cancers, au moins les cancers du col de l'utérus. C'est un message positif qu'on veut faire passer surtout. Et on vous remercie, bien sûr.